Si vous voulez changer de vie, commencez d'abord par démissionner. On rêve tous un jour de tout plaquer, de claquer la porte du bureau, de larguer les amarres, de filer respirer ailleurs. La plupart d'entre nous en parlent le dimanche soir et renoncent le lundi matin. Notre invité, lui, l'a fait. Théophane Leroux était journaliste à Paris, Versailles pur jus, élevé dans une famille où l'on vous voit ses parents. Et puis un jour, il a troqué l'open space contre les vignes d'Anjou, les bouclages à 1h du matin contre les mains calleuses et les matins de brume. Mais attention, ça n'est pas l'histoire idéale qu'on nous vend dans les magazines. C'est plus rude, plus drôle, plus intime que ça. Il y est question de doute, de solitude, et il en a tiré un livre dont le titre dit déjà tout, « Ce temps où nous mourrons de ne pas vivre ». Bonjour Théophane Leroux. Bonjour. Merci de prendre le temps de cet échange sur Cerfia pour parler donc de ces changements de vie, de ces envies qu'on a parfois aussi de voir ailleurs, de tout plaquer. C'est ce que vous avez vécu. C'était quoi pour vous le déclic pour quitter votre quotidien de journaliste et partir faire les vignes, comme on dit? Le déclic, c'était très simple. Un jour, j'étais en reportage dans un monastère avec des religieux et c'était un bel endroit dans la Sarthe avec un beau jardin, etc. Et vous savez, dans les monastères, on lit un texte pendant les repas. Et le texte qui était lu ce jour-là, c'était un livre de l'explorateur Emmanuel Husnet. Et il y avait en exergue d'un chapitre cette phrase de Thoreau qui disait « Si vous voulez changer de vie, commencez d'abord par démissionner ». Et ça est vraiment venu me rejoindre. Et du coup, quelques mois après, j'ai démissionné. Donc je pense que le déclic a été là, même si ça faisait quelques années que je réfléchissais quand même à cette reconversion. Vous étiez à l'aube de vos 30 ans, vous aviez quoi, 26, 27 ans? Non, j'étais un petit peu plus âgé, effectivement, j'avais plutôt 28-29. Et puis j'ai fini par partir en congé sabbatique juste après mon anniversaire de mes 30 ans, un mois après, 15 jours après. Et ce congé, alors comment vous l'avez occupé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu fou, d'un peu vertigineux quand on commence comme ça à ne plus avoir d'occupation professionnelle? Est-ce qu'on se dit pas, mon Dieu, que vont devenir mes journées? Alors, en l'occurrence, c'était pas si fou que ça, puisque j'ai tout de suite commencé par travailler dans les vignes. Je suis un peu trop organisé, donc il n'y avait pas trop de place laissée à l'improvisation. J'ai pas eu de moment où j'ai été vraiment en congé pendant ces congés sabbatiques finalement. Et donc en fait, je suis parti de mon emploi un vendredi et le lundi matin ou le mardi matin, j'étais dans les vignes. Le vendredi, j'étais derrière mon ordi et le lundi, je tirais du bois dans les vignes près de Saumur. Donc effectivement, c'était vertigineux, je ne savais pas du tout où j'allais, mais en même temps, j'étais en congé sabbatique, donc ça restait assez tranquille comme reconversion. Vous aviez donc l'idée de pouvoir revenir à votre quotidien d'avant, à votre emploi, s'il y avait quand même ce backup, cette sécurité. Ouais, j'avais pas tout à fait brûlé les vaisseaux comme Cortés. Et pour moi, c'était une bonne manière de commencer. J'avais cette envie de quitter Paris, j'avais cette envie d'avoir un métier manuel. Et en même temps, je me disais, est-ce que je suis bien fait pour ça? Est-ce que je vais tenir physiquement? Est-ce que je vais trouver du boulot, etc. Et l'option congé sabbatique était pas trop mal. Donc j'y suis allé. On m'avait proposé à Saumur de rester 1 an, de faire toute la saison du tirage du bois, donc en février jusqu'au vendange, septembre-octobre. Et puis après, on m'a proposé de rester. Je suis resté aussi quelques années. 3 ans et demi au total, on va y revenir, mais euh, il y a un fantasme autour parfois du changement de vie, du retour à la ruralité, vous en parlez un peu dans le livre. C'est quoi ce fantasme et qu'est-ce que vous avez vécu concrètement? Alors effectivement, quand on lit les récits de reconversion aujourd'hui, c'est très souvent présenté comme un conte de fées pour adultes. Vous voyez le truc, c'est regardez le cadre à la Défense qui est devenu éleveur de chèvres dans le Larzac et c'est génial, il s'est reconnecté à la nature, il a retrouvé du temps, il a une vraie vie sociale, etc. C'est vrai, il y a des histoires comme ça qui sont vraies, qui existent. La réalité est un petit peu différente parfois. Il y a des gens qui se reconvertissent et puis qui, comme moi, reviennent à leur premier métier quelques années après. Il y a des gens qui se reconvertissent parce qu'ils ont fait un burn-out et qui font un burn-out aussi, j'en connais. Il y a des gens qui se reconvertissent et qui s'aperçoivent quelques années après qu'en fait, ils n'arrivent pas à gagner leur vie suffisamment. Et puis, en ce qui me concerne, donc je suis resté 3 ans et demi dans les vignes. J'en suis reparti pour plusieurs raisons, mais notamment aussi parce que physiquement, je commençais à toucher du doigt mes propres limites. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'avais un talent quelque part, il était plutôt dans l'écriture que dans le travail de la vigne. Donc, il ne faut pas idéaliser effectivement le retour au réel, le retour à la nature, le retour à un métier manuel.
C'est très beau, c'est des métiers pour lesquels j'ai une profonde estime, et le métier de la vigne en particulier. Mais il ne faut pas oublier que voilà, ça peut être aussi un petit peu différent de, vous savez, l'image du vigneron qu'on imagine caresser ses vignes, boire des coups tout le temps, etc. Eh C'est pas ça. bien, c'est pas tout à fait ça, hein. Aujourd'hui, le vin se fait dans des cuves en inox. Les vignes, on les travaille le plus souvent avec un tracteur. C'est pas toujours très bucolique. Hmm. Qu'est-ce qui vous allait pas dans votre quotidien d'avant, de journaliste? Vous avez été un peu à Paris, un peu en région aussi. C'était un trop-plein, ça vous plaisait pas? Parce que vous aviez ce qu'on appelle un métier passion quand on Mm. travaille dans cet univers. Alors avant, vous vous étiez un peu cherché, vous êtes passé par la compta, vous êtes demandé si vous vouliez pas travailler dans l'armée. Donc, mais le journalisme, on se dit, c'est génial, il y a du monde qui en rêve. Mm. Pourquoi le rêve n'était plus suffisant pour votre réalité? Il y a deux choses dans votre question. C'est que la première, c'est que on peut faire un métier qui a du sens et ne pas y trouver de sens. Il y a le métier du journaliste, vous l'évoquez, qui a beaucoup de sens, effectivement, et aujourd'hui je le pratique encore un peu. Mais il y a des tas de métiers qui ont du sens, et pourtant les gens perdent les pédales. Les agriculteurs, les infirmiers. Les agriculteurs, c'est une des professions où il y a le plus de taux de suicide, et pourtant quel beau métier. Enfin, c'est un métier qui est très riche de sens. Donc il n'y a pas que la question du sens du métier en lui-même, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles on le fait qui peuvent lui ôter ce sens. Et de mon côté, j'étais, comme vous l'avez dit, revenu en région parisienne. J'ai beaucoup de mal à vivre en région parisienne. Je suis né en région parisienne, mais Du côté de Versailles? pas du côté à Versailles. Je suis la À Versailles. caricature parfaite du Versaillais, Ce que comme vous vous le écrivez dès le savez. début du livre. Je suis la caricature parfaite du Versaillais, et j'ai toujours vécu en région parisienne, mais je n'ai jamais voulu y vivre. J'ai toujours voulu vivre ailleurs. Et donc, le fait d'être revenu pour mon travail en région parisienne, de travailler à Paris était très dur pour moi. Les transports en commun, le métro, boulot dodo, l'open space, le travail derrière un ordi tout le temps, j'avais eu une forme de saturation. J'avais eu, quand je travaillais dans la presse locale, presque un burn-out. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un burn-out, parce que je pense que je me suis arrêté juste à temps, juste avant. Mais voilà, je patinais un peu, j'avais l'impression d'être un hamster, toujours dans sa roue, en train de courir. Je ne voyais pas trop où j'avançais, et j'avais envie d'aller de l'avant. C'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui, notamment les jeunes générations arrivées sur le marché du travail, cette quête de sens permanente. Vous trouviez pas de sens dans votre quotidien, dans le monde métro boulot dodo, dans le monde de l'open space. Est-ce que vous en avez trouvé du sens plus dans cette ruralité-là ou pas? Il y a une phrase des pères du désert, c'est les premiers moines qui sont partis au désert, qui disaient ça sert à rien de fuir ta cellule, enfin d'aller au désert, je veux dire, de t'exiler si tu n'as pas combattu tes tentations là où tu étais déjà. Et en partant dans les villes, je me suis aperçu que j'avais toujours les mêmes enjeux de sens. Le travail dans les vignes peut être plein de sens également, et il peut être aussi absolument abrutissant, presque un travail d'usine en fait. Ça dépend vraiment des conditions, du domaine, de là où on travaille, des modes de culture aussi. Et donc, peut-être que l'un des premiers enseignements que j'ai appris durant ces 3 années et demie de vigne, c'est le fait qu'il fallait aussi s'interroger soi-même, se remettre en question soi-même, plutôt qu'essayer de changer toujours son environnement. Et qu'on pouvait passer sa vie à courir derrière quelque chose, mais qu'en fait, alors, il ne faut pas forcément travailler sur soi. J'aime pas trop cette expression dans le développement personnel. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'on peut créer du sens soi-même là où on est. Et j'en veux pour preuve le fait que je suis revenu aujourd'hui à des métiers de bureau, j'en suis revenu à des métiers de la communication, du journalisme, et que ça se passe dans de bonnes conditions, et qu'en fait, je ne suis plus à Paris, j'habite au Mans maintenant, et ça se passe dans de bonnes conditions. Et en fait, alors c'est jamais parfait, mais globalement, j'y trouve du sens. Plus de sens que quand vous êtes parti de ces métiers-là? Je ne sais pas s'il y a plus de sens. En tout cas, je trouve peut-être que j'y vois le sens que je n'y voyais pas avant. Peut-être que j'ai gagné aussi un peu en liberté. Peut-être que j'ai gagné aussi en maturité. Après tout, c'est un chemin aussi pour arriver là. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, je suis satisfait de ce que je fais, alors que peut-être que je n'aurais pas été satisfait de ça il y a quelques années. On doit tous en passer par un retour à la ruralité, à la vigne, au monde paysan pour trouver le sens dans son quotidien si on l'a perdu, vous pensez? Je ne sais pas si tout le monde doit passer par là. Pour moi, ça a servi
de catalyseur. J'ai appris des tas de choses sur moi, sur la nature, sur les autres. J'ai quitté Paris, donc c'est une expérience absolument essentielle que je ne regrette pas, mais je regrette aucune de mes expériences. Vous avez parlé de mes études, j'ai fait de la compta. J'ai tout oublié aujourd'hui de la compta. Je suis incapable de gérer un compte, mais je suis très heureux de l'avoir fait. J'ai rencontré des très bons amis. J'ai appris des tas de choses. J'ai appris la vie en entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas pour les journalistes. Donc voilà, il n'y a pas de regret, même si en soi, on pourrait se dire, voilà, c'est des échecs. Après, est-ce qu'on doit tous passer par des soubresauts comme ça? Non, si quelqu'un est content là où il est, il n'y a pas besoin de changer pour aller voir ailleurs, absolument. Ce n'est pas une obligation. L'herbe n'est pas toujours plus verte à côté. Ce qu'il y a d'intéressant dans votre ouvrage aussi, c'est que vous montrez que vous aviez vos peurs, vos angoisses dans la vie, disons, citadine, dans le métro boulot dodo, mais il y a de nouvelles angoisses qui arrivent aussi dans cette ruralité. Vous parlez par exemple de la solastalgie, l'angoisse de la météo, comme devant les chiffres du Covid, vous dites, parce que, en fait, vous avez découvert un nouvel univers et donc que dans ce nouvel univers peut-être un peu idéalisé, il y avait des peurs. La météo, c'est assez fascinant, hein. C'est vrai que quand on habite en ville, globalement, on regarde la météo parce qu'on va aller à un match de rugby, on ne sait pas si on va se faire rincer la gueule ou pas. Dans les vignes ou dans l'agriculture, plus globalement, c'est une question j'allais dire, de vie ou de mort, quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, le moindre nuage de grêle peut vous éclater votre année du jour au lendemain, voire les 3 années qui viennent, parce qu'en fait, la vigne a été complètement passée à l'épluche patate quasiment, et qu'en fait, ça va mettre des années à repousser correctement. Et effectivement, et ce qui est d'autant plus terrible, c'est qu'on n'a pas la main dessus. Donc il faut aussi apprendre à vivre avec. On peut prendre des assurances, on peut essayer de développer des trucs, mais globalement, le temps, là, il a fait très chaud, demain, il pleut, il y a du mildiou, il n'y a pas de mildiou, il y a trop d'eau, il n'y a pas assez d'eau. En fait, si on passe sa vie à s'inquiéter du temps, on devient fou aussi. Donc c'est à la fois une inquiétude et en même temps une école d'abandon, de lâcher prise, de se dire, bah, en fait, j'ai pas la main dessus. Donc il faut faire attention. Et effectivement, quand vous le mentionnez, hein, je suis parti au moment, c'était un peu la fin du Covid, etc. Il y avait encore les chiffres, il y avait tout ça. Ce qui est vrai aussi, c'est que, je l'ai remarqué, je suis sans doute pas le seul, mais quand on passe sa vie à regarder la météo, à regarder les chiffres les chiffres des ventes de mon livre, par exemple, eh ben, en fait, c'est très inquiétant, c'est très angoissant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et je pense qu'un certain détachement vis-à-vis de ce type de nouvelles peut aussi nous aider à trouver un certain apaisement. Finalement, la marche du monde est telle qu'elle est, on n'a pas beaucoup d'influence dessus. Essayons d'abord d'influer sur notre petit précaré, et puis après, on verra bien. Ça ressemblait à quoi votre quotidien d'ouvrier agricole? C'est comme ça qu'on disait dans les vignes. C'est quoi vos journées type? Vous étiez aux 35 heures? Alors, la première année, j'étais aux 35 heures, et puis ensuite, j'étais passé au 4/5e pour pouvoir continuer à écrire et à piger pour certains journaux. Le quotidien d'un ouvrier viticole, c'est assez répétitif, ce qui est assez intéressant aussi, parce qu'il y a un rythme qui se met en place, mais concrètement, on se lève, on arrive au boulot, on embarque dans un camion, on va dans une parcelle de vigne, on fait le travail qu'on a à faire, et puis on revient déjeuner, on repart, etc. Le travail est très cyclique. Il y a des périodes de 2 mois où on ne fait que tailler ou que tirer du bois, parfois les deux en même temps. Il y a des périodes après de quelques semaines où on tape sur on tape sur des bambous, mais c'est la chanson, c'est pas on tape sur C'est des... le numéro 1. Voilà, et c'est numéro 1, mais c'est numéro 1, 2, 3, 4, parce que c'est vraiment pendant plusieurs jours. On tape sur des pieux pour mettre des tuteurs sur les vignes, on enlève les mauvais bourgeons. Évidemment, il y a la période des vendanges, mais c'est c'est des cycles assez longs qui se répètent sur une année, c'est assez répétitif. Puis il y a toutes les tâches un peu auxquelles on ne pense pas forcément, mais le nettoyage des tonneaux, la mise en bouteille, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et il faut y participer. Donc c'est à la fois très varié et en même temps, une fois qu'on est dans une tâche, on sait qu'on est dans un tunnel pour plusieurs jours ou semaines. Et comment on accueille un Versaillais comme vous, qui a sa chevalière, c'est ça, la bague, voilà, qui est un peu dans le stéréotype, et c'est vous qui le dites. C'est pas qu'un peu, complètement. Et comment il est accueilli comme ça dans ces vignes en Anjou? Mais écoutez, j'ai été très bien accueilli. Euh, Peut-être avec un peu j'allais dire, d'inquiétude, de savoir si j'allais tenir le choc. Et d'ailleurs, souvent, quand on arrive comme ça quelque part, on vous donne une tâche qui n'est pas très intéressante et puis on voit ce que ça va devenir. Mais il se trouve que moi, on m'a filé le travail de tirer les bois. Quand on taille la vigne, il reste les bois qui sont accrochés, les bois de l'an dernier, qu'on poussait, et il faut les tirer. Et en fait, ça n'a l'air de rien, mais toute la journée, pendant 2 mois, à tirer comme ça,
comme ça fait très mal aux mains. Et c'est très long et c'est un peu ennuyeux à la longue quand même. Alors au début, j'étais très content de prendre l'air, mais je pense que le fait que je me sois accroché a pu donner une bonne impression. Et derrière, ma foi, on m'a proposé à la fin de mon congé sabbatique de rester, donc ça veut dire que j'avais dû faire mes preuves. 3 ans et demi sur place, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas resté plus longtemps? Il y a une forme de lassitude. Est-ce que vous étiez un peu en immersion dans cet univers ou est-ce que vous étiez à 100%? Voyez? Est-ce que le but pour vous, Mm. c'était cet ouvrage et donc vous avez vécu ces 3 ans et demi comme un enquêteur et finalement vous étiez toujours journaliste? Ou est-ce que vous étiez sincèrement dedans et vous êtes parti pour d'autres raisons? Alors je suis parti dans les vignes sans plan préconçu. Je me suis pas dit à la fin il faut que je sois vigneron ou à la fin je reviens dans la presse, etc. Euh, et je m'étais dit assez vite, je me suis rendu compte que je pourrais pas faire ça toute ma vie. Pour des questions physiques, pour des questions aussi de... Je ne me voyais pas devenir vigneron, c'est-à-dire de gérer intégralement un domaine, ce qui demande des énormes compétences techniques, de mécanique. Il faut être assez fort physiquement, il faut être capable de vendre son vin, il faut être un bon administrateur, ce qui n'est certainement pas mon cas. Et des tas d'autres choses. Il faut être un peu météorologue, il faut être un peu œnologue, enfin bref... et j'ai pas du tout ces compétences-là, et j'avais pas forcément envie de passer des années à les acquérir. Donc, assez vite, je me suis dit que j'allais y rester un certain temps. Et puis, j'ai quand même touché du doigt mes limites physiques. L'ambiance a pu changer aussi, l'équipe a pu changer. Et puis, de mon côté, la vie avançait aussi. Il fallait que j'avance. Donc, j'ai fini par quitter les vignes. Mais j'y suis allé sincèrement. J'y suis pas allé comme un enquêteur, effectivement. J'avais vraiment le désir de m'y mettre à fond. Sinon, j'y serais resté, je sais pas, 2 mois ou 2 semaines, mais 3 ans et demi, c'est long quand même. Enfin, voilà, j'avais vraiment ce désir de jouer le jeu à fond. Après, j'ai une caractéristique, c'est que j'écris toujours dans un petit carnet toutes mes idées, où que je sois d'ailleurs. Vous voyez, j'ai toujours un vieux carnet tout pourri. Je pense qu'il date encore un peu des vignes. Effectivement, il a à peu près 1 an et demi, donc... Il a vécu. Il a vécu, il a vu la pluie et le beau temps. Mais donc, j'ai toujours noté. Et pendant que j'étais dans les vignes, je continuais à noter. Je continuais à noter au vent les idées qui me venaient, à essayer de rédiger des bouts de poèmes, à mettre sur le papier quelques observations. Et donc, effectivement, ça a servi aussi de matière à mon livre. Mais encore une fois, je n'étais pas dans une observation très ethnographique. C'était pas un reportage, c'était vraiment voilà, ce qui me passait un peu par la tête. Par contre, dans l'observation, il y avait les expressions de vos collègues, un peu désuètes. Est-ce que vous en avez encore en tête? Bien sûr. En fait, j'ai beaucoup d'affection pour les accents régionaux. Comme vous pouvez le constater, j'en ai aucun. C'est très plat et je trouve que c'est merveilleusement beau. Il y a quelque chose comme une transmission avec quelque chose qui n'existe plus vraiment. Et effectivement, j'ai un de mes collègues, il en jouait un petit peu parfois, mais qui disait le temps s'abernodit, on va se prendre une heure nappée. Ce qui veut dire le temps s'assombrit, on va se prendre une grosse pluie sur la gueule. Mais et c'est assez. Ouais, je vois ça un peu comme, vous savez, comme parfois au détour d'une balade, on tombe sur un vieux mur ou sur un vieux dolmen et on se dit ah là, il y a quelque chose qui a existé, qui n'existe plus. Pour moi, l'accent, c'est un peu ça. C'est un peu un témoignage de quelque chose qui est un peu en voie de disparition parce qu'on sait que les expressions régionales et les accents régionaux sont quand même en voie de disparition. Là, je regardais les chiffres de la langue bretonne il n'y a pas longtemps et c'est vrai que ça tombe très bas. Ouais, c'est chouette. Et puis c'est chouette de voir qu'il y a encore des personnes qui ont cet enracinement-là aussi, qui sont pas tout à fait déracinées et qui gardent cet ancrage qui leur permet de parler comme ça. Effectivement, j'ai noté des belles expressions. J'avais un collègue, c'était sa ponctuation. Ça veut dire quoi? Et il fait beau. Il fait chaud. Hein. On mettra quelques petits bips Des quand bips. même pour rester, pour surmonter la censure. Est-ce que la difficulté du monde du travail, je vais revenir à celles et ceux qui nous regardent, qui se posent aussi peut-être des questions, c'est cette décorrélation entre
le monde réel et ce qu'on fait sur un ordinateur. Et c'est peut-être ça qui a été intéressant, vous, dans votre parcours, c'est que vous êtes un peu revenu au monde, même si le journalisme nous met un peu sur le terrain. Mais je pense, vous parliez de la défense, à tous ces gens qui travaillent parfois dans le marketing, dans la com, dans les ventes, dans la supply chain et qui voient pas le concret derrière leur travail. Est-ce que c'est ça aussi qui peut expliquer la désaffection et l'envie de voir ailleurs ou le manque de sens qu'on peut avoir dans son travail? C'est une vraie question parce que moi, je me suis posé la question de savoir, par exemple, quand on travaille sur des tableaux Excel et qu'on se dit, j'ai pas de sens dans mon travail, est-ce que ça aura plus de sens, par exemple, de travailler dans une association, de faire exactement le même travail dans une association ou pas? Qu'est-ce qui change vraiment le sens? Et ce qui est certain, en tout cas, par rapport à ce que vous dites, c'est que je pense que le tout numérique, la numérisation à outrance et à plus forte raison, le déferlement de l'intelligence artificielle, euh, intuitivement, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe quand même là. Enfin voilà, il faut peut-être pas être un grand clerc pour le voir, me direz-vous, mais il y a quelque chose qui se passe et qui nous laisse quand même un sentiment de vide. Enfin, je sais pas, on a tous passé des journées à scroller derrière un écran en faisant semblant de travailler. Pardon pour mes anciens patrons, je suis désolé, mais ça m'est Les actuels, arrivé, hein. ou peut-être les actuels, ça je n'ose pas trop le dire, mais comme je suis à mon compte une partie de la semaine, c'est moi qui en pâtis, mais on a tous passé des journées à scroller derrière un écran en faisant semblant de travailler et à en sortir avec un sentiment de vide hallucinant. Enfin, qu'on le fasse d'ailleurs dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle. On voit bien qu'il y a quelque chose qui nous pompe notre substance, quoi. Euh, c'est vrai que l'avantage des métiers manuels là-dessus, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas scroller, en fait, quand on taille une vigne. Alors on peut, mais dans ce cas-là, on se coupe un doigt. Éventuellement, on peut scroller sur les pauses, mais c'est bref, il faut retourner, parce que sinon, la journée, on ne va pas pouvoir la rattraper. Le temps est incompressible dans la vigne. C'est-à-dire que j'ai besoin de X secondes pour tailler mon pied de vigne. Je peux en prendre un petit peu plus parce que je fais bien mon taf. Je peux en prendre un petit peu moins parce que je fais moins bien mon taf. Mais globalement, si je passe une partie de ma journée à scroller, ça va se voir à la fin de journée. Et d'ailleurs, ça se voyait sur certains de mes collègues. Euh, et donc, effectivement, le métier manuel peut permettre de retrouver du sens parce qu'il n'y a plus du tout cette espèce de dilatation, compression du temps que nous propose le numérique et Mm. qui, à mon avis, nous vide le cerveau, quoi. Et vous dites quoi à ceux qui nous regardent et qui justement se disent mais je j'ai pas de sens dans ce que je fais, je comprends pas pourquoi je le fais, j'ai suivi le parcours qu'on m'avait tracé parce que c'est aussi ça, hein, le bac plus 5, le diplôme, l'alternance et puis le premier emploi, le CDI, forfait jour, voilà, les gens ils cochent les petites cases et ils s'y retrouvent pas. Qu'est-ce que vous avez envie de leur conseiller? Et bah, d'abord, j'ai peut-être envie de leur dire qu'on peut cocher toutes les petites cases, faire autre chose et s'en trouver bien. En tout cas, ça m'est arrivé. Et donc, voilà, en fait, tout est possible. Aujourd'hui, encore plus, à plus forte raison. Après, alors je ne suis pas un coach en reconversion. Sinon, j'en aurais fait mon activité, je vous aurais donné ma carte ou je l'aurais montré. Mais je ne sais pas si je suis une bonne personne pour donner des conseils. Mais il me semble que c'est important peut-être deux choses. C'est d'abord écouter ce qu'on a au fond de soi-même. Quand on a au fond de soi-même un désir qui est là depuis longtemps, qui revient, qu'on a envie je sais pas, de faire autre chose, de partir, etc., bah, il faut peut-être l'écouter, en fait. On ne peut pas non plus passer sa vie à mettre le couvercle sur la cocotte. Et la seconde chose, c'est de prendre le temps aussi. Euh, dans la vigne, on a un rythme long, c'est aussi ça que j'ai appris. Et eh bien, si on a envie de se reconvertir, peut-être pas non plus claquer la porte, à moins qu'on soit en danger dans son boulot, hein. Ça arrive, il y a des patrons toxiques, il y a des entreprises toxiques, et dans ce cas-là, oui, il ne faut pas hésiter, il faut se barrer. Mais si on n'est pas trop mal dans son boulot, mais qu'on s'ennuie, il faut prendre le temps, il faut aller rencontrer les gens, il faut tester. Et puis petit à petit, il y a une voie qui va se dessiner et on va finir par trouver ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche dans son cœur et avancer. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à mêler les deux, ouais, suivre son cœur et en même temps prendre le temps de le suivre. Et est-ce que la difficulté aussi, au-delà du travail, parce que dans votre ouvrage, il est beaucoup question de spiritualité, de votre rapport à la spiritualité, c'est peut-être le manque de communauté. C'est-à-dire qu'on a peut-être aussi moins de sens parce qu'on comprend
moins pourquoi on le fait, parce qu'on est moins ancré. Il y a ce phénomène d'individualisation qui est assez massif. Ça joue, et vous, est-ce que vous aviez l'impression, quand vous étiez dans les vignes, d'être revenu dans une communauté, est-ce que vous étiez inclus dans la vie de là où vous viviez? Oui, c'est intéressant ce que vous dites, effectivement. Maintenant que vous le dites, je me rends compte que les moments où ça a pu moins bien se passer dans les vignes, c'est aussi les moments où la communauté de l'entreprise dans laquelle j'étais s'est un peu fragmentée, il y avait il y a des inimitiés qui se sont créées quand on a passé plus de temps sur nos portables pendant les pauses qu'à discuter ensemble pendant les pauses, etc., etc. Et donc je pense que oui, vous avez raison. La communauté, que ce soit une communauté professionnelle ou même une communauté personnelle, cette espèce de fragmentation des communautés n'aide certainement pas aussi à se maintenir. Quand il y a un corps social qui est fort, ça nous donne aussi de quoi compenser, de quoi se dire oui, effectivement, je m'emmerde un peu, mais en fait, je suis content de rester parce que mon collègue est sympa. C'est vrai que quand on passe une semaine à moitié en télétravail, à moitié dans les transports en commun, dans un open space, et qu'en fait, on ne se parle pas parce qu'on a des écouteurs sur les oreilles et qu'on passe ses pauses à fumer sa clope en regardant son téléphone, ça donne sans doute pas envie de rester. Oui, de ce point de vue-là, il y a un côté un peu de décomposition au sens organique du terme, presque, de la société qui n'aide certainement pas à se maintenir, à trouver du sens aussi. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez changé après ces 3 ans et demi dans votre nouveau quotidien professionnel, dont on comprend qu'il est fait d'un peu de salariat et d'un peu de freelance, d'entreprise individuelle? Je ne sais pas comment on dit freelance en bon français, mais qu'est-ce que vous avez changé justement pour avoir plus de sens? Parce que vous semblez avoir plus de sens dans votre activité aujourd'hui. Il y a quelque chose que j'ai appris dans les vignes, c'est à me poser pour regarder ce que j'avais autour de moi. Dans les vignes, je me faisais un peu engueuler pour ça parfois, mais souvent je passais du temps à regarder les oiseaux, qui sont des créatures absolument fascinantes. Enfin, quand on prend le temps de regarder le vol d'un faucon cresserelle qui tombe en chutant, c'est très harmonieux, c'est incroyable, on dirait une note de musique qui descend. Euh, et du coup, j'ai des pauses comme ça, en fait, où de temps en temps, je sais pas, je regarde un arbre. Les arbres, c'est merveilleux aussi à regarder. Sur mes trajets, et ces micro-pauses me permettent aussi d'être un peu plus apaisé dans ma vie quotidienne, et notamment ma vie de travail. Après, comme vous le dites, effectivement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de liberté dans mon emploi du temps. Je travaille à mi-temps à mon compte, enfin, comme journaliste indépendant, et puis à mi-temps pour une association diocésaine, donc l'Église catholique du Mans. Donc, j'ai un emploi du temps aussi qui est très libre, donc ça me permet aussi de faire rentrer des pauses dans mon quotidien. Je suis plus soumis à des horaires, je suis plus soumis à des transports en commun, c'est très important. J'ai beaucoup de liberté, et puis j'ai un environnement de travail qui est, et je dois le dire avec beaucoup de gratitude, qui est très bienveillant, donc ça aide énormément. Peut-être que c'est simplement ça, en fait, finalement, c'est un peu cet environnement qui a bougé. Peut-être que aussi j'ai pris un peu plus de recul vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis de la pression aussi financière que je pouvais me mettre pour essayer de... Enfin voilà, j'étais et je suis toujours un peu angoissé de quoi demain sera fait, etc. Mais peut-être que j'ai aussi un peu lâché prise là-dessus. Et puis peut-être que j'ai pris un peu de maturité pendant ces 3 ans, comme un bon vin finalement, j'espère. Un bon cabernet d'Anjou. Un cabernet franc, c'est bien mieux. avec beaucoup de modération. En guise de conclusion, est-ce que vous pouvez regarder cette caméra, donc regarder celles et ceux qui nous regardent, et leur donner le conseil qui va changer leur vie professionnelle? Le conseil qui va changer votre vie professionnelle, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, il ne faut pas hésiter à oser tenter des choses. C'est rare qu'il y ait mort d'homme quand on tente un projet, donc voilà, lancez-vous, jetez-vous en avant. Demain aura souci de lui-même, mais à chaque jour suffit sa peine. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci Théophane Leroux d'être venu chez Cerfia. Merci à vous pour votre invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Ce temps où nous mourrons de ne pas vivre ce récit, donc intime, personnel, professionnel aussi, qui nous permet de réfléchir au sens de notre travail chez ces plombs presses de la Renaissance. Et donc c'est disponible un peu partout dans les bonnes librairies, comme on dit, puis sur Internet. Merci beaucoup. Merci à vous.